Babylone est un film qui dérange, trop long, trop bruyant, trop fou. Pour certains, un désastre, et pour d'autres, un chef-d'œuvre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un film qui laisse indifférent. Et si le film est aussi incontrôlable, c'est peut-être parce que le sujet l'est aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de Babylone. Pas juste comme d'un film à voir, mais comme d'un cri. Celui d'un art qui se consume en espérant qu'il reste quelqu'un pour regarder les cendres. Ce que filme Babylone, ce n'est pas une transition, c'est un effondrement. Le passage du cinéma muet au cinéma parlant, raconté comme un cataclysme. Dans la première partie du film, tout est vivant, tout est excessif. La caméra ne se repose jamais. On filme dans le désert, sans son, sans règles. Le cinéma est chaotique, mais fécond. Puis le parlant arrive, et tout change. Pour illustrer ce changement, voilà une des premières scènes à nous montrer cette mutation. Nelly, qui jusque-là brillait de spontanéité, se retrouve enfermée dans une boîte. Si on regarde bien, ils sont d'ailleurs tous dans des boîtes. Même le hangar est fermé et ne doit surtout pas être ouvert. Et ça contraste d'autant plus que les seuls tournages qu'on voit avant ça sont tous tournés en plein air. La scène est répétée encore et encore, pour un détail, un mot trop fort, un éternuement. Ce qui était un art spontané devient fabrication. Et c'est là qu'est le génie de Babylone. Il montre la mort du cinéma comme un art vivant, immédiat et imprévisible. Et pour illustrer ça, Nelly, qui représentait l'instinct pur, la sauvagerie du jeu, commence à se décomposer. À ce moment-là, Babylone devient bien plus qu'un hommage. Il devient un reproche, une lettre d'adieu à un art qui, en devenant sérieux, a peut-être perdu de sa liberté. Avant que tout ne s'effondre, Babylone commence par une fête. Un plan séquence vertigineux qui semble vouloir contenir tout Hollywood dans un seul mouvement de caméra. Mais au-delà du spectacle, cette scène est une déclaration d'intention. La caméra ne se contente pas de suivre les personnages, elle les embrasse, elle danse avec eux, elle les contourne, les provoque. On passe d'une pièce à l'autre, d'un personnage à l'autre sans coupure visible. La fête devient un espace unique, le cinéma en train de naître dans le chaos. Manny rêve d'ascension, Nelly explose dans la lumière, et le film lui-même semble hurler. Cette séquence est un manifeste, un dernier moment d'ivresse avant la gueule de bois du parlant. Avant de finir cette partie, j'aimerais faire une parenthèse sur une scène qui rend aussi hommage au jeu d'acteur. Dans cette scène, Jack Conrad est complètement ivre, titubant, incapable de formuler une phrase cohérente. Tout le monde pense qu'il va s'effondrer et que le tournage est fichu. Et pourtant, dès que la caméra tourne, quelque chose change. L'espace s'aligne et le cadre se fige, et Jack ne joue pas. Il devient, comme si l'acteur disparaissait pour laisser passer quelque chose de plus grand. Voilà le spectacle qu'offre ceux qui resteront gravés sur la pellicule pour l'éternité. Si Babylone fascine autant, ce n'est pas que pour ce qu'il raconte, mais aussi bien sûr pour la façon dont il le fait. Et de la même manière que dans ma vidéo sur Nana, j'ai parlé de la mode et de la musique, ici je parlerai des costumes et des OST. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse et que vous n'avez pas vu la vidéo sur Nana, vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne. Bon alors, les costumes. Maryse Fraisse, costumière attitrée de Chazelle, a conçu chaque tenue comme un fragment narratif. Nelly, au début du film, n'a presque rien à se mettre. Ses tenues sont brutes, trop grandes ou trop serrées, mais toujours pleine de vie, à l'image de son énergie incontrôlable. Jack, lui, reste habillé d'une manière assez constante, ancré dans une époque qui commence à s'effacer. Ses costumes deviennent des reliques et montrent qu'il est resté dans une ère maintenant révolue. Même Manny, au départ discret, change de silhouette. Il passe du pantalon froissé à des costumes stricts dans lesquels il semble à l'étroit, comme pour montrer que même s'il est derrière la caméra, lui aussi doit jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et faut bien se rendre compte que le travail effectué sur les costumes dans Babylone est titanesque. On parle de presque 700 costumes différents conçus pour le film. Et c'est aussi en partie grâce à ce travail acharné que Babylone est devenu un film à part. Mais comme souvent, c'est dans la musique que Babylone franchit un cap. Et Chazelle porte un soin immense à la musique et au son dans ses films. Il a quand même réalisé Whiplash et La La Land, qui sont deux films centrés sur la musique. Justin Hurwitz, le compositeur de Babylone, a d'ailleurs aussi composé la musique des films que je viens de citer. Mais pour Babylone, il n'a pas cherché à composer une BO d'époque, mais une BO d'effet. Parce qu'en vérité, un jazz des années 20 entendu aujourd'hui ne nous bouleverserait plus. Il peut nous intriguer ou nous charmer, mais ne nous renverse pas. Or à l'époque, le jazz, c'est une révolution sensorielle. Et ça faisait hurler, danser, transpirer. C'était nouveau et brut. Et ça, Hurwitz l'a bien compris. Et plutôt que de reproduire les sonorités à l'identique, il a préféré injecter des influences modernes, avec de la batterie, des cuivres saturés et des lignes de basse qui évoquent presque la house ou le rock. Le but n'étant pas d'être fidèle historiquement, mais fidèle à l'intensité émotionnelle que la musique provoquait à l'époque. Et ici, je fais une autre parenthèse pour parler du film Chevalier. À un moment dans le film, qui se passe donc au XIVe siècle, on assiste à une scène de bal. Et à la fin de la fête, la musique change pour devenir complètement anachronique. Et les gens dansent simplement pour s'amuser.
scène est géniale parce qu'elle rappelle que les gens à l'époque s'amusaient comme nous aujourd'hui. Et c'est aussi ce qu'essaye d'illustrer Hurwitz dans Babylone. Parce qu'en fait, c'est tout le propos du film. Ne pas recréer le passé mais nous faire ressentir ce qu'il représentait. Le cinéma comme une sensation et pas comme un musée. Au fond, Babylone parle de ce que le cinéma sacrifie pour survivre. De ceux qu'il brûle pour continuer à briller. Des artistes qu'il use, qu'il transforme et qu'il rejette. Les rêves ne suffisent pas, il faut savoir se plier. Et ceux qui ne le peuvent pas sont condamnés. Nelly en est la victime parfaite. Elle qui était une bête de scène, une actrice impulsive et instinctive, devient peu à peu l'ombre d'elle-même. Son ascension fulgurante s'écrase contre les murs d'un système qui n'a jamais été fait pour elle. Jack Conrad, lui, incarne l'autre versant. La star qui ne comprend plus son époque, et qui préfère partir que d'assister à sa propre obsolescence. Quant à Manny, il ne survit que pour être le témoin de tout ça. Il devient rouage, exécutant, et manager d'image plus que de talent. Son rêve initial, faire partie de quelque chose de grand, finit par avoir un goût très amer, car il se retrouve lui aussi en plein cœur du système. Babylone ne raconte pas juste une époque, il dénonce un système qui transforme l'art en marchandise, les artistes en matière première et les rêves en capital. Alors oui, Babylone déborde, parce qu'il parle de la fin. La première, c'est celle qu'on voit à l'écran, la fin du muet, l'effondrement d'un monde libre et anarchique, un cinéma de l'instant, où tout semblait possible. Mais la deuxième, plus sourde et plus douloureuse, c'est celle que le film vit lui-même. C'est la mort des films comme Babylone, des films qui prennent des risques et qui ne rentrent pas dans les cases, et qui préfèrent provoquer que juste plaire. Donc si Babylone crie autant, c'est peut-être qu'il sent que ce sera un des derniers à le faire. Babylone se conclut sur une scène épileptique. Des années ont passé, et Manny n'est plus ce jeune homme exalté qui rêvait d'Hollywood. Il retourne au cinéma où il n'est pas allé depuis des années. Il ne s'attend sûrement à rien, et pourtant quelque chose surgit en lui. Une émotion pure, brutale, et ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est aussi qu'il comprend. Sur l'écran défilent des images, des visages, des danses, mais ce que Manny voit c'est tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a aimé, et surtout ce qui malgré tout est resté. Le cinéma l'a brisé, et il l'a vu consumer les personnes qu'il aimait. Mais là, dans ce cinéma, il reçoit quelque chose. Un instant de grâce, un dernier miracle. Et le montage s'emballe, une séquence folle, démesurée, presque irrévérencieuse, des extraits de films, d'époques, de textures, de genres. C'est Chazelle qui nous donne son espoir. Même si Hollywood broie, recycle, oublie, le cinéma, lui, continue. Il mute, il s'adapte, il survit. Peut-être que dans ce tumulte, il reste une place, minuscule, fragile, pour l'émerveillement. Pour un film qui ose, pour un film qui déborde, pour un film comme Babylone.